Salut les amis, je suis ravi de vous voir sur la chaîne Crasmoto. Les données du graphique dans YouTube Analytics montrent que vous avez beaucoup apprécié les vidéos de la série Quelques mots sur la moto. En poursuivant cette belle tradition, dans cette vidéo, je voudrais vous dire quelques mots sur les motos militaires, depuis leurs origines jusqu'à nos jours. Je ne vais pas faire une liste exhaustive de tous les modèles, mais je vais essayer de vous parler de manière claire et intéressante des motos les plus curieuses, uniques et importantes du monde de la moto. Installez-vous confortablement, prenez des gourmandises et votre boisson préférée. On commence. Dès que la première moto est apparue dans le monde, l'armée y a immédiatement porté son attention. Quand la moto a été utilisée pour la première fois comme unité de combat, l'histoire ne le précise pas. Certains attribuent la palme au tricycle Cudel, équipé d'un moteur de 2,75 chevaux, utilisé par l'armée du Kaiser pour tracter de l'artillerie légère et transporter des officiers. Les premières photos de cette machine datent de 1897. D'autres préfèrent attribuer la primauté à la machine présentée par Frederick Richard Sims en 1898 sous le nom de Motor Scout. Sims a construit cet appareil sur la base d'un quadricycle sous licence produit par la société Newbestone Cycle Company of Coventry. Le point est assez controversé car l'invention de Sims avait 4 roues, mais selon tous les autres critères, il s'agissait bien d'une moto. Reposant sur un cadre et une selle de vélo, le motocycle Scout de Sims était équipé d'un moteur d'un cheval et demi de la société française de Dion-Bouton et pesait environ 200 kg. La machine était équipée d'une mitrailleuse Maxim et d'un bouclier blindé qui protégeait la poitrine et la tête du tireur. Le motocycle Scout de Sims a été présenté à l'exposition industrielle de Richmond en avril 1898. En plus de la mitrailleuse et du tireur, il pouvait transporter environ 200 kg de munitions et du carburant pour 120 miles d'autonomie. Malgré la guerre anglo-boère où, compte tenu du relief du terrain et des grandes distances, la machine de Sims aurait pu être utile, elle est restée à l'état de prototype unique. Quant à Frédéric, qui proposa quelques années plus tard une voiture blindée qui connut le même sort que la Motor Scout, il décida d'ailleurs de se concentrer sur des activités pacifiques, où il connut le succès et est considéré en Angleterre comme l'un des pionniers de la construction automobile. Je remarque qu'à la fin du XIXe siècle, on prédisait un avenir militaire très prometteur à la moto. Ce dont témoignent les dessins fantastiques publiés dans l'un des magazines illustrés européens, où, parmi d'autres représentations éclatantes de la technologie militaire du futur, selon l'auteur de cette série fantastique, la moto remplacera la cavalerie. En représentant la moto militaire, l'artiste a même presque deviné à quoi elle ressemblerait, avec un bouclier blindé protégeant le cavalier des balles ennemies et une mitrailleuse obligatoire comme riposte de feu. Les concurrents, d'ailleurs, ne dormaient pas non plus. Aux États-Unis d'Amérique, un an plus tard, en 1899, le Major Royal Page Davidson crée un analogue de l'invention de Sims appelé Davidson-Durriea. Auparavant, le Major avait eu l'idée de créer des unités d'infanterie de l'armée des États-Unis équipées de bicyclettes. Contrairement à Sims, Davidson, qui était pratiquement de son âge, était ingénieur militaire et développait avant tout des dispositifs techniques pour les besoins de l'armée. L'équipage du tricycle se composait de 3 personnes, un conducteur, un tireur et un mécanicien, bien qu'il restât de la place pour un autre passager. Le tricycle était équipé d'une mitrailleuse Colt et d'un bouclier blindé. Déjà un an plus tard, Davidson abandonna la configuration à 3 roues et son véhicule blindé devint presque une véritable automobile. Par la suite, il conçut également des véhicules entièrement recouverts de blindage. Mais ça, c'est déjà une toute autre histoire. Avec le développement de la technologie motocycliste de cette époque, la nécessité de moderniser les motos à des fins militaires était évidente. Les armées de tous les États progressistes s'efforcèrent de renforcer leurs unités avec des motos. Dans la plupart des cas, ces véhicules différaient peu des modèles civils de série et étaient principalement utilisés comme motos de liaison pour la reconnaissance.
Quant aux motos avec sidecar, elles servaient au transport des blessés et comme point de tir mobile. Pour la première fois, des motos équipées de mitrailleuses en grand nombre sont apparues dans l'armée allemande. Contrairement à l'invention de Sims et Davidson, il s'agissait de modèles civils modernisés. Malgré l'absence de blindage, les points mobiles de mitrailleuses allemands ont été utilisés avec succès lors de certaines opérations sur les fronts de la Première Guerre mondiale. L'étape suivante dans le développement de la mototechnie militaire fut, de manière tout à fait logique, l'apparition de systèmes mobiles de défense anti-aérienne. L'aviation avait déjà cessé d'être utilisée uniquement pour la reconnaissance et commençait à être exploitée au même titre que les autres équipements lors des opérations de combat. En conséquence, il est devenu nécessaire de repousser les attaques aériennes, c'est pourquoi des mitrailleuses de gros calibre ont été installées sur les motos. Les tentatives de blinder les motos se poursuivaient également, et les motos lourdes avec sidecar étaient les plus adaptées à ce type de modification. Par exemple, Harley Davidson. Quoi qu'il en soit, pendant la Première Guerre mondiale, la moto apparaissait rarement sur le champ de bataille. Son activité principale était le transport des blessés, le service de messagerie et la livraison rapide de divers colis. De plus, la cavalerie occupait encore une place importante dans les forces armées. Cependant, certaines entreprises ont réussi à fournir un nombre important d'équipements sur les fronts de la Première Guerre mondiale. Par exemple, la société Douglas a réussi à vendre environ 70 000 motos à l'armée. Un chiffre impressionnant pour l'époque. Après la fin de la Première Guerre mondiale, tous les pays participants, ayant pleinement apprécié les avantages des motos sur le champ de bataille, ont commencé à développer de nouveaux types de motos. Certaines d'entre elles étaient tellement futuristes qu'on se demande « qu'est-ce que l'ingénieur avait bien pu fumer ?» Voici la version blindée de René Gillet, un constructeur français. Ce modèle de 1928 est équipé d'une mitrailleuse Hotchkiss ML de calibre 8 mm, avec un design très avant-gardiste. Et que dire de toute une pléiade de prototypes de motos à chenilles et semi-chenillés datant des années 30 ? D'ailleurs, il y a une vidéo détaillée à leur sujet sur la chaîne, donc nous n'allons pas nous attarder sur tous les prototypes. Voici devant vous la moto Mercier. Environ 5 prototypes ont été construits, dont l'un était équipé d'un bouclier blindé à l'avant. Lors des essais, la machine a littéralement connu un échec. L'avant lourd de la moto est resté complètement coincé dans la première flaque d'eau. Et voici le prototype Les Autres. L'ingénieur rêvait de conquérir les champs de bataille avec cette machine, mais en réalité, le prototype était extrêmement lourd et maladroit. En fait, la moto Les Autres était inférieure à tous égards aux véhicules à roues classiques et n'a pas connu de développement. Et voici l'invention intéressante de Leonid Kourtchevski, basée sur une moto Harley Davidson, en 1932. Leonid Vassilievitch était ingénieur et inventeur, le canon à réaction dynamique et son développement conjoint avec l'ingénieur Izembek. Et c'est précisément ce canon de 76 mm, avec une portée de tir de 5,5 km que vous voyez dans le sidecar de la Harley. Le nombre exact de véhicules équipés n'est pas connu. Prenons un instant pour passer du matériel militaire au matériel de la police. Au début des années 30, aux États-Unis, la police voulait se doter de motos blindées. Apparemment, cette décision était dictée par la montée de la criminalité, et les gangsters de l'époque n'hésitaient absolument pas à tirer sur les forces de l'ordre avec des pistolets mitrailleurs Thompson. En fait, ces motos étaient essentiellement des Harley ordinaires avec un sidecar, sur lequel étaient montés à l'avant des boucliers blindés équipés d'inserts en verre par balle. Les descendants des Vikings ont abordé le blindage de manière bien plus sophistiquée. Le nom de la moto est Landsverk. La Landsverk 190 a été la première moto blindée suédoise. Elle a été développée vers 1930 et envoyée à l'armée suédoise sous le nom de Panzerbil FM-30 pour des essais en tant que modèle expérimental. Le modèle était basé sur une moto Harley-Davidson, sur laquelle plusieurs segments de blindage ont été installés. À l'intérieur du sidecar, une mitrailleuse à bande de 6,5 mm, la KSPM 1429, était installée, servant d'unique armement du véhicule. Au moins un Panzerbil a passé des essais sur le terrain, menés entre 1932 et 1935 dans le régiment de cavalerie K3 dans le sud de la Suède. En 1932, la société Landsverk a produit un nouveau type de moto blindée, basé sur les spécifications fournies par les autorités danoises. Sous le nom interne L210, ce véhicule a reçu au Danemark la désignation officielle Forsøkspanser 3.
La base était à nouveau une Harley avec un moteur en V de 1200 cm3 développant 30 chevaux. Ce modèle était déjà utilisé par l'armée danoise à l'époque, et le Forsoxpanser III pouvait ainsi bénéficier de l'unification des pièces. Comme armement, on utilisait une mitrailleuse légère Madsen qui était installée derrière un bouclier et conçue pour des munitions de 8 sur 58 mm. On utilisait des plaques de blindage d'une épaisseur de 4 mm et demi qui, grâce à l'utilisation d'angles d'inclinaison, protégeaient théoriquement contre les balles et les petits éclats. Comparé à son prédécesseur, le L210 a reçu une coque blindée. Cela offrait une protection accrue sur les côtés et, contrairement au L190, une protection à l'arrière. En pratique, le Forsoxpanser III a échoué. Les essais au Danemark ont montré que la masse importante de la moto, à savoir 730 kg, rendait la conduite difficile. La capacité de franchissement en terrain accidenté était minimale, et le moteur de 30 chevaux peinait à faire atteindre à l'appareil 50 km à l'heure. Les essais ont été suspendus et en août 1933, la machine a été retirée du service, tandis que la coque blindée a été démontée la même année. Cependant, l'abandon du L210 n'a pas marqué la fin des motos blindées Landsverk. Le dialogue ultérieur avec les autorités danoises a conduit, en 1934, à la création d'une version plus légère du L210. À la fin des années 30, le véhicule a trouvé un propriétaire. La commande de la moto a été passée le 18 octobre 1938 par le baron Friedrich Karl Johansen von Schlebrügge. Selon le journal des ordres de Landsverk, il était le chef de la propagande nazie en Amérique centrale et du Sud à cette époque, alors qu'il se trouvait au Mexique. Les Belges ont utilisé un blindage plus économique. La célèbre entreprise Fabrique Nationale a créé en 1935 pour l'armée belge le Fabrique Nationale M86. Le modèle destiné aux forces armées a reçu un moteur renforcé de 600 cm3 et un cadre renforcé. Cependant, même un tel moteur, développant 20 chevaux, peinait face au blindage supplémentaire, dont le poids atteignait 175 kg. Le conducteur était protégé à l'avant par un large bouclier muni d'une fenêtre. En situation de combat, la fenêtre était fermée et il surveillait la route à travers une fente d'observation. Le tireur dans le sidecar était protégé par un blindage sur 3 côtés. Les capacités de déplacement de la moto ne satisfaisaient pas les militaires. La vitesse et la maniabilité de cette lourde machine laissaient à désirer. Cependant, la société Fabrique Nationale allait connaître le succès sur le marché international. Le modèle a été vendu à la police brésilienne sous l'appellation Armored Motor Fabrique Nationale M86. Les 2 motos construites, ainsi que toute la documentation technique nécessaire à leur production, ont été envoyées au Brésil. Par la suite, d'autres pays d'Amérique latine, ainsi que la Roumanie et le Yémen, ont également acheté ces motos blindées. Cependant, tous les lots étaient de petite taille, et au total, environ 100 de ces motos ont été produites. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, Fabrique Nationale a sorti une version blindée du modèle avec un moteur à plat, la Fabrique Nationale M12. En plus de diverses idées peu adaptées à la vie réelle, l'industrie motocycliste classique s'est également développée pendant l'entre-deux-guerres. Cela était particulièrement évident en Allemagne. Après la fin de la Première Guerre mondiale, en vertu du traité de paix, l'Allemagne s'est vue interdire de produire tout type d'armement. Cependant, il n'y avait pas un mot sur la technologie motocycliste. C'est pourquoi une véritable floraison de la construction de motos a commencé en Allemagne. Le principal facteur du développement de ce secteur était que la moto pouvait être achetée par un habitant moyen d'un pays ruiné, alors que la voiture restait le privilège des riches. C'est précisément cela qui a poussé la société BMW à passer de la production de pièces détachées pour trains à celle de motos et à entrer en compétition avec le deuxième grand fabricant de motos d'Allemagne, la société Zundap. Au début, BMW n'a rien présenté de nouveau, installant sur ses motos le moteur opposé M2B15, qui copiait en fait le moteur anglais Douglas. Mais dès l'année 1924, les ingénieurs présentent la première moto de série BMW R32, conçue à partir de zéro. Mais le temps passait, et dès le début des années 30, le groupe bavarois a compris la nécessité de créer une moto militaire spécialisée. C'est exactement ce qu'est devenue la BMW R35. Contrairement à ses prédécesseurs, elle était équipée d'une fourche avant télescopique et d'un moteur plus puissant de 400 cm3. Un point important pour l'armée était la transmission par arbre. La production de la BMW R35 s'est poursuivie jusqu'en 1940, après quoi elle a laissé la place à des motos militaires plus spécialisées. Les modèles R12 et R61 étaient également importants.
ce dernier est devenu l'ancêtre des motos lourdes soviétiques. Outre BMW, le groupe Moto Zundap mentionné précédemment participait également à la course industrielle et exécutait aussi des commandes d'État. Zundap fournissait à l'armée 3 modèles principaux, K500, KS, 600 et K800. Dans les autres grandes puissances de l'industrie motocycliste, la situation était similaire. Des groupes tels que Birmingham Small Arms Royal Enfield, Norton, Royaume-Uni, Harley-Davidson, États-Unis, Gillet Herstal, Belgique, Gilera et Moto Guzzi, Italie, Rikuo, Japon et d'autres ont connu un grand succès dans la fourniture de matériel aux militaires. Il convient de souligner séparément le développement à grande échelle des tricycles en Italie et au Japon à partir des années 30. Cette technique est devenue populaire grâce à sa simplicité et à sa grande capacité de charge. Et cela permettait de l'utiliser pour un large éventail de tâches, allant de l'approvisionnement des unités et du transport des blessés à l'installation de stations radio et de divers types d'armes dans la benne. Dans les années 30, on pouvait trouver au Japon une grande variété de véhicules à 3 roues, mais les principaux fabricants étaient Daihatsu, Mazda, New Era et Iwasaki. Dans chaque région du pays, il y avait ses propres leaders du marché. En Italie, des entreprises comme Moto Guzzi, Gilera et Benelli fabriquaient ce type de véhicule. Voici par exemple le modèle Benelli M36. Le tricycle n'était pas utilisé uniquement pour le transport de munitions. Lorsqu'un dispositif spécial d'attelage était installé sur la carrosserie, le véhicule se transformait en tracteur pour un canon anti-char. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le M36 a été largement utilisé sur tous les fronts, notamment comme poste radiomobile et comme installation anti-aérienne mobile. Et voici le Moto Guzzi Motociclo 32, qui a également été utilisé avec succès par les militaires italiens à partir de 1935 lorsque l'Italie a occupé l'Afrique de l'Est. En ce qui concerne les motos militaires chez nous, les premiers modèles nationaux spécialement conçus pour l'armée étaient les L300 de Leningrad et les KHMZ 350 originaires de Kharkov. En fait, le KHMZ 350 était une copie de l'américain Harley-Davidson. Cependant, l'analogue soviétique était nettement inférieur en qualité à la moto occidentale et il a été décidé de l'abandonner. Il a été remplacé par le TIZ amplitude modulée 6 cents produit depuis 1931. Cette moto a été conçue et livrée uniquement à l'armée et, en fait, c'était une copie de la Birmingham Small Arms britannique. Un autre essai intéressant mais peu fiable fut le modèle PMZ A750. En 1938, le Bureau d'études nationales présente plusieurs modèles à la fois, IJ-8, IJ-9 et L-8, qui en réalité n'ont pas non plus connu une large diffusion dans l'armée. Et nous arrivons maintenant à la période de la plus terrible et sanglante boucherie de tous les temps, la Seconde Guerre mondiale. C'est précisément lors de cet événement que furent utilisés tous ces engins et machines qui avaient été développés au cours des 2 dernières décennies. Cela a naturellement concerné aussi les motos. La période de 1939 à 1945 regorge de nombreux modèles intéressants et pour commencer, découvrons les plus atypiques et les plus fascinants. Le très reconnaissable et assez exotique Neckarsulmer Fahrzeugwerke Kettenkrad. Suite à une commande militaire reçue par la société Neckarsulmer Fahrzeugwerke en 1940, le tracteur semi-chenillé Neckarsulmer Fahrzeugwerke Kettenkrad a vu le jour. Ce type de tracteur d'artillerie de type motocyclette a été initialement développé pour les chasseurs alpins et les parachutistes. Pour leur utilisation, il a été demandé de créer un véhicule tout-terrain pouvant être transporté dans un avion de transport militaire Junkers 52-3 même. L'un des principaux concepteurs était Heinrich Ernst Knipkemp, le créateur des trains de roulement des chars Panther et Tiger. La moto tout-terrain a reçu un train de roulement à galets disposé en quinconce, développé par ce concepteur lui-même. Le véhicule tout-terrain était dirigé à la fois par la roue avant et, pour les manœuvres dans des espaces restreints, en faisant avancer l'une des chenilles. La moto semi-chenillée Kettenkrad était conçue pour transporter 3 personnes, y compris le conducteur. Sa capacité de charge totale était de 325 kg, mais en plus, il pouvait également tracter des charges plus lourdes à l'aide d'un attelage. Le véhicule était équipé d'un moteur Opel d'une capacité de 1,5 litre et d'une puissance de 36 chevaux, ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse maximale de 80 km/h.
Le véhicule a démontré une excellente capacité de franchissement sur terrain accidenté, ce qui, combiné à ses dimensions compactes, sa puissance et ses bonnes performances de vitesse, constituait un facteur clé pour les chasseurs alpins et les parachutistes saboteurs. En plus de la version de base, 2 autres modifications de motos tout-terrain ont été conçues et produites spécialement pour la pose de câbles électriques et de câbles de communication. Les 142 premiers exemplaires des motos chenillées Kettenkrad HK 101 ont été produits dès 1940 et leur première apparition a eu lieu quelques mois plus tard lors du débarquement des troupes aéroportées allemandes sur l'île de Crète en mai 1941. Pendant les 3 premières années, les tracteurs militaires étaient produits en petites séries, mais en 1943 leur production a atteint 2500 unités. Au total, 9420 motos chenillées ont été produites, dont 1300 par la société Ster. À la moitié de la Seconde Guerre mondiale, les motos Kettenkrad avaient été adoptées par la Wehrmacht et étaient également souvent utilisées comme petits tracteurs sur les aérodromes militaires. Après la fin de la guerre, environ 550 unités supplémentaires de Kleins Kettenkraftrad ont été assemblées dans les ateliers de l'usine, mais cette fois pour être utilisées dans les travaux agricoles en tant que mini-tracteurs. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en Grande-Bretagne, on a réussi à équiper une moto solo d'un blindage, et cela a été fait de manière assez simple. Pendant la panique de l'invasion qui a suivi l'évacuation de Dunkerque en 1940, un officier commandant l'un des bataillons de reconnaissance stationnés dans le secteur de Hastings a pensé qu'il serait utile de disposer d'un moyen plus mobile pour déplacer la mitrailleuse Bren sur le champ de bataille. Le choix s'est porté sur le modèle militaire populaire de l'époque, la Triumph 3 SW, équipée d'un moteur monocylindre de 350 cm3 développant 12 chevaux, et déjà une semaine plus tard, un blindage ornait son côté droit, tandis qu'à gauche, une caisse de munitions pour la mitrailleuse et un poids en plomb de 20 kg avaient été installés comme contrepoids. Selon l'idée des concepteurs, le conducteur, lors d'un contact de feu avec l'ennemi, devait sauter de la selle et se mettre à l'abri derrière sa monture blindée, comme derrière un parapet, et arroser l'ennemi avec sa mitrailleuse. Des cornes de rechange ont été placées dans le coffre. La moto a passé avec succès les essais sur le terrain, et le projet est passé dans le système militaire, où il s'est lentement enlisé en raison du manque de motos à rééquiper et d'autres projets plus urgents. En octobre 1940, lorsque la menace d'invasion a diminué, le projet a été discrètement abandonné. La seule moto modifiée a probablement été démontée et remise en service normal. De nos jours, il existe au moins une réplique du Triumph WO 3 SW, bien que tous les grands pays du monde aient travaillé sur le développement de motos légèrement et lourdement blindées, la plupart de ces machines ne se sont jamais vraiment répandues. Un motocycle alourdi par des plaques de blindage perdait ses principaux atouts, la légèreté, la rapidité et une bonne maniabilité. De plus, il devenait plus complexe et plus coûteux à produire, tandis que son blindage n'offrait pas une protection adéquate. En bref, on obtenait à la fois une mauvaise moto et un mauvais véhicule blindé. Les militaires ont décidé qu'un véhicule blindé reste un véhicule blindé et qu'une moto reste une moto. Chacun avec ses propres avantages. En même temps, on peut compenser les défauts des 2 types de véhicules en les utilisant ensemble au combat. Une branche distincte du développement pendant la Seconde Guerre mondiale a été celle des motos de parachutistes. Et le représentant le plus marquant de cette famille fut l'Excelsior Wellbike. Le Wellbike a été produit pour les forces armées britanniques de 1942 à 1948. Le prototype de la moto a été conçu par Gary Lester, un employé du service britannique de renseignement et de sabotage. Étant donné qu'il devait tenir dans un conteneur standard de parachutage britannique dont les dimensions étaient de 130 cm de long, 38 de haut et 30 de large, le Wellbike présente des dimensions exceptionnellement miniatures. Pour répondre à ces exigences, la conception a été simplifiée au maximum. Un moteur de 98 cm3, pas de phare, frein uniquement sur la roue arrière. Les réservoirs ne contenaient que 3,7 litres de carburant et leur fond était situé en dessous du carburateur. Par conséquent, le parachutiste devait de temps en temps pomper l'essence à l'aide de pompes manuelles intégrées au réservoir. Néanmoins, grâce à la faible consommation de carburant, l'autonomie était assez grande, environ 145 km. La vitesse maximale de cette merveille technique à une seule vitesse était de 50 km/h et son poids à sec n'était que de 32 kg.
Pour sortir le Wellbike du conteneur, relever le guidon et la selle, il ne fallait que 11 secondes au parachutiste. Pour faciliter la localisation, les conteneurs étaient munis d'un marquage spécial et les parachutes étaient fabriqués dans un tissu de couleur vive. Au total, 3853 de ces mini-motos ont été produites. Le Wellbike a été largement utilisé lors du débarquement en Normandie et surtout à Arnhem, opération aéroportée Market Garden. De plus, ils étaient souvent utilisés comme moyen de transport personnel sur les aérodromes. Parmi les soldats, le Wellbike a reçu le surnom de Famous James. La moto était d'une grande aide, permettant d'accélérer considérablement les déplacements des parachutistes, mais elle présentait aussi un certain nombre de défauts. Tout d'abord, il fallait retrouver le conteneur avec la moto, ce qui était assez problématique. La différence de poids entre le parachutiste et le conteneur faisait qu'ils touchèrent le sol à une distance respectable l'un de l'autre. Il arrivait souvent que les conteneurs avec les motos atterrissent directement entre les mains de l'ennemi. Cela arrivait particulièrement souvent lors du débarquement à Arnhem. Et le principal inconvénient était le moteur faible et la petite taille des roues, qui ne permettaient de se déplacer que sur une surface plane. Souvent, les parachutistes ne pouvaient tout simplement pas utiliser la Wellbike sur un terrain accidenté et l'abandonnaient tout simplement. Un certain nombre de ces motos sont arrivées en Union soviétique dans le cadre du pré-bail, ce que confirment de rares photographies de l'époque. Après la guerre, une partie des motos a été détruite, une autre partie exportée aux États-Unis d'Amérique. Et voici la version italienne du moto de parachutiste, la Volugrafo Air Moto 125. Ce petit modèle était produit depuis 1942 à l'usine turinoise Officine Meccaniche Volugrafo. Au total, environ 2000 exemplaires ont été produits. Depuis juin 1940, peu après l'entrée en guerre de l'Italie contre la Grande-Bretagne, un plan de débarquement maritime et d'invasion de Malte a commencé à être élaboré. L'opération a été nommée Hercule ou Opération C3. C'est à ce moment-là que cette moto militaire a été conçue sur commande de l'armée royale italienne. Il est remarquable que la base de la conception ait été un projet créé dès 1936 par l'ingénieur Claudio Belmondo. Cependant, le prototype n'a été présenté qu'en 1942. Le premier lot de 600 exemplaires était destiné à l'un des bataillons de la 183e division aéroportée Cyclone, en cours de formation dans la région de Torquinia à l'été 1943. Ces petits véhicules équipaient également l'école des parachutistes. Les troupes allemandes réquisitionnèrent les motos restantes sur le territoire qu'elles occupaient et les remirent aux unités parachutistes de la Luftwaffe stationnées sur la côte adriatique et dans la région de Rome. La Air Moto 125 était équipée d'un moteur monocylindre 2 temps de 125 cm3 développant environ 2 chevaux. Comparé à son homologue anglais, cette moto de parachutiste était équipée d'une boîte de vitesse à 2 rapports. Sous la selle se trouvait un réservoir d'essence de 9 litres et demi. Avec le guidon replié, le Volugrafo prenait la forme d'un parallélépipède et pouvait être emballé dans un conteneur largable. Le montage du véhicule après l'atterrissage, son extraction du conteneur, le redressement et la fixation du guidon prenaient moins de 2 minutes. Les Américains se sont également distingués dans la production de scooters militaires. La société Cushman a produit 3 modèles de scooters pendant la guerre. La première était le modèle 32, la deuxième était le modèle 39 à 3 roues avec un sidecar et la troisième était le modèle 53. Les 2 premiers étaient utilisés pour se déplacer sur différents types de sites militaires, que ce soit des usines, des aérodromes et ainsi de suite. Mais le dernier était destiné aux parachutistes et était largué en parachute depuis un avion. La décision de créer ce type de véhicule aux États-Unis a été prise après avoir pris en compte l'expérience de l'utilisation de petites motos par les unités aéroportées italiennes et anglaises. Le contrat militaire a été remporté par Cushman Model 53 et il est entré en production le 17 février 1944. La moto a été conçue pour être aussi fiable, simple et robuste que possible. Un simple moteur monocylindre à 4 temps de 242 cm3, avec allumage par magnéto et une transmission à 2 vitesses, était installé dans le cadre embouti. La puissance maximale était de 4,6 chevaux et la vitesse que ce scooter pouvait atteindre était d'environ 65 km/h. La moto pouvait parcourir environ 160 km avec un plein et gravir des pentes allant jusqu'à 25 degrés. Cushman pesait 116 kg et n'avait ni suspension ni dispositif d'éclairage.
Les roues de la moto étaient similaires à celles de queue de l'aviation militaire de l'époque. La machine était larguée en parachute qui était fixé à 2 points de suspension. En plus du transport direct des militaires, la mini-moto était utilisée pour transporter de l'équipement et des munitions. Pour cela, une remorque spéciale de transport M3A4 y était attachée. Si nécessaire, une mitrailleuse Browning ou même un mortier pouvait y être installé. En 1944, 4233 unités de cette machine ont été produites et en 1945, encore 501. Les Cushman modèle 53 ont été déployés aussi bien sur le théâtre d'opération européen que sur le théâtre du Pacifique. Une partie de ces machines a participé au sein de la 82e et de la 101e division aéroportée le jour J, autrement dit, le jour du débarquement des Alliés en Normandie. Cependant, les motos de conception classique se sont avérées les plus répandues pendant la guerre. À partir de 1940, de véritables réformes ont commencé dans l'armée allemande. Malgré le succès de presque tous les modèles d'avant-guerre de BMW, DKBW et Zundap, le commandement exigeait des fabricants une toute nouvelle catégorie, des motos lourdes à haute capacité tout-terrain. Il s'agissait de 2 motos, la BMW R75 et la Zundap KS 750. Ce furent des chevaux de trait spécialement conçus pour se déplacer hors route, équipés d'une transmission pour la roue du sidecar et d'une vitesse réduite pour le tout-terrain. Les 2 motos se sont révélées extrêmement performantes. Cependant, en raison de leur prix élevé, ces motos étaient d'abord livrées aux corps africains et aux unités aéroportées, puis seulement ensuite aux troupes SS. Les militaires ont commandé la production de 40 000 R75 et KS 750, dont seulement 17 à 18 000 exemplaires de chaque modèle ont été produits pendant toute la guerre. En Union des républiques socialistes soviétiques, en 1940, toutes les dernières innovations en matière de motos de presque tous les pays ont été présentées au comité des troupes blindées. L'un des hauts responsables militaires a demandé sur quoi les Allemands avançaient. On lui a alors montré la BMW R71. C'est à partir de ce moment-là que le développement de la moto M72 a commencé. Le premier lot de ces motos est sorti de la chaîne de production en juillet 1941, déjà après l'invasion des troupes allemandes sur le territoire de l'Union soviétique. La M72 ne différait pratiquement pas de la R71. Il avait une conception simple. Un moteur opposé à soupape latérale, assurant un centre de gravité bas et développant une puissance de 22 chevaux. Un cadre tubulaire duplex utilisant des tubes à section variable, une fourche avant avec amortisseur hydraulique, une transmission par arbre pour la roue arrière et chaque cylindre alimenté par son propre carburateur. Un prototype militaire intéressant était le TMZ 53 avec un moteur opposé d'1 litre et une transmission à la roue du sidecar. La machine s'est révélée puissante, mais elle n'a pas dépassé le stade du prototype dans les conditions difficiles de la guerre. La BMW R60 et 11 a également impressionné les ingénieurs américains. Ainsi, le moteur bicylindre de la R71 a été intégré au châssis d'une Harley, donnant ainsi naissance à la nouvelle moto Harley-Davidson XA. Il a principalement été utilisé en Afrique du Nord et a été produit à environ 1000 exemplaires. Il existait également un prototype Delca de la société General Motors, équipé d'un moteur copié sur celui de BMW. Au même moment, la Harley-Davidson WLA est entrée en production, descendant de la Harley-Davidson WL Civil, et il se distinguait de son frère civil uniquement par des ailes renforcées, un filtre à air amélioré et d'autres reniflards de Carter qui empêchaient la saleté de pénétrer à l'intérieur du moteur. Il était également équipé d'un porte-bagages, de sacoches en cuir et d'un étui pour la mitraillette Thompson M1. Comme groupe motopropulseur, un V-twin de 740 cm3 était installé. En plus d'équiper leurs propres troupes avec cette moto, les Américains la fournissaient aussi à leurs alliés, y compris à l'Union soviétique, dans le cadre du pré-bail. Sur le nombre total d'exemplaires produits, 57 500, 27 100 motos sont arrivées en Union soviétique. Ce chiffre est supérieur au nombre de M72 produits pendant les années de guerre. Surnommée chez nous Valouis, la moto était équipée d'un sidecar national dans lequel on pouvait installer une mitrailleuse, un fusil anti-char ou même un mortier. D'ailleurs, un tel ensemble d'armement pouvait également être installé sur la M72 nationale. Sur les îles britanniques, pendant la guerre, 4 modèles de motos lourdes étaient produits. Le leader parmi eux était la Birmingham Small Arms War Model 20, dont la production pendant toute la période de la guerre a atteint 126 000 unités.
Plus de 20 000 de ces machines ont été livrées à l'armée rouge. La moto principale de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale était la Gnome Run AX-2. La base pour le développement de sa propre version de la moto militaire par la société Terreau était le modèle VA. La nouvelle machine a reçu la désignation VATT, l'ajout tout terra signifiait tout terra, c'est-à-dire tout terrain. Une adaptation tout-terrain spéciale était installée sur la moto, composée de plusieurs rouleaux fixés sur la protection du carter du groupe motopropulseur. La solution était originale, mais elle s'est révélée inutile et a été abandonnée dans les versions ultérieures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un tournant décisif s'est produit, influençant fortement l'utilisation future des motos dans les armées de nombreux pays. Le nom de cet événement est Willis. Arrivé dans les troupes en 1941, ce véhicule à 4 roues motrices, pesant environ 1 tonne et ayant une capacité de charge d'1/4 de tonne, a en grande partie remplacé la moto. En tenant compte des copies produites par Ford, un total de 659 1030 et une voiture Zwilly modèle B ont été fabriquées. Le développement ultérieur de ce type de véhicule a considérablement réduit le rôle de la moto dans les troupes et par conséquent leur diversité et leur nombre. La période d'après-guerre ne pouvait plus se vanter d'idées aussi folles que celles des années 20 et 30. Le temps a remis chaque chose à sa place, montrant l'efficacité de telle ou telle technique. Les motos, dans leur forme classique, restaient au service des armées de nombreux pays, mais elles ont été fortement supplantées par les voitures légères. Cependant, il arrivait parfois que d'étranges constructions apparaissent. Apparemment, parfois, les créateurs retrouvaient encore des caches de drogue d'avant-guerre. Une version extrêmement intéressante du scooter de combat a été présentée en 1956 par des ingénieurs français qui ont eu l'idée d'équiper un scooter italien Vespa de 150 cm3 d'un canon sans recul américain M20 de 75 mm. De plus, le conducteur du scooter était assis directement sur cette arme pendant le trajet. Les scooters pouvaient être facilement largués sur le territoire ennemi. Puis, une fois au sol, les parachutistes pouvaient les rendre opérationnels. L'installation d'artillerie automotrice à 2 roues Vespa 150 troupes aéroportées peut à juste titre être considérée comme l'exemple d'armement le plus étrange de sa catégorie. Le scooter n'avait absolument aucun blindage. Les militaires ont misé sur un poids réduit, une facilité de parachutage et une grande vitesse de déplacement jusqu'à 66 km/h sur terrain accidenté. On estimait qu'il serait très difficile de toucher une cible aussi petite et dotée d'une telle mobilité. Le canon sans recul M20 installé sur le scooter avait une capacité de pénétration de blindage avec des obus cumulatifs de l'ordre de 90 à 100 mm. C'était largement suffisant pour lutter contre les véhicules blindés légers ennemis. Le bazooka Vespa a eu le temps de combattre en Indochine et en Algérie. L'équipage de combat de l'installation se composait généralement de 2 tireurs sur 2 scooters. L'un était utilisé directement pour tirer sur l'ennemi, l'autre pour transporter les munitions, qui étaient placées dans des conteneurs spéciaux de chaque côté du siège. Au total, l'armée française a commandé et acheté auprès du fabricant environ 800 de ces scooters. Pourquoi si peu ? Tout se résumait aux défauts. Le moteur de 150 cm3 était franchement insuffisant pour transporter son propre poids, plus le bazooka, plus le parachutiste. Les roues étroites exerçaient une forte pression sur le sol, ce qui nuisait à la capacité de franchissement. La machine se comportait bien sur la route, mais pas sur terrain accidenté. Elle s'enlisait dans les sables africains et s'embourbait dans la boue de l'Indochine. À travers les zones sans route, les parachutistes devaient traîner cette lourde installation eux-mêmes. Pour cette raison, le scooter a rapidement commencé à être utilisé pour sa fonction première. Les coursiers et les officiers de liaison ont commencé à les utiliser et les canons sans recul ont été retirés. Après la guerre, les ingénieurs italiens ont également présenté des concepts intéressants. À la fin des années 50, le général Ferruccio Garbari a eu l'idée de remplacer les mulets traditionnels utilisés par les Alpini, les troupes de montagne italiennes, par un moyen de transport mécanique. Pour résoudre cette question, les militaires se sont tournés vers la société Moto Guzzi, avec laquelle ils avaient déjà collaboré à plusieurs reprises. Moto Guzzi a confié le contrat à l'un de ses ingénieurs les plus talentueux, Giulio Carcano, et en 1959, il a commencé à travailler sur le projet. En mars 1960, un prototype de tricycle a été présenté au Salon de l'Automobile de Genève. Ensuite, une année supplémentaire de tests et de perfectionnement a suivi. Et enfin, en 1961, Moto Guzzi a signé un contrat pour la livraison de 5 Sense motos appelés Mulo Meccanico.
Pour ce tricycle, Carcano a développé un tout nouveau moteur en V d'une cylindrée de 750 cm3, baptisé Carcano Concept. Le moteur de 20 chevaux permettait à la machine, pesant 1 tonne, d'atteindre une vitesse de 50 km/h et de transporter jusqu'à 500 kg de charge. Pour améliorer la capacité de franchissement, le tricycle était équipé sur les essieux arrière de 2 leviers spéciaux avec de petites roues sur lesquelles on pouvait installer, si nécessaire, des chenilles métalliques. Mulo Mecánico avait une transmission intégrale permanente sur les 3 roues, une boîte de vitesse à 6 rapports, une marche arrière, un différentiel débrayable entre la roue avant et l'essieu arrière, ainsi qu'un différentiel débrayable sur l'essieu arrière. En pratique, le mulet mécanique n'a pas répondu aux attentes. La gestion et la réparation d'une machine aussi complexe nécessitèrent des connaissances techniques avancées, donc un personnel plus qualifié. L'un des reproches des militaires concernait également la sécurité insuffisante. Finalement, en 1963, la production du Mulo Mecánico a été arrêtée, bien qu'il soit resté en service jusqu'aux années 70. Au total, 200 exemplaires ont été produits. Par la suite, dans la seconde moitié des années 70, l'unité d'infanterie de montagne Alpini a reçu un certain nombre de motos semi-chenillées Alpine Scooter de la société Pozzo di Requaro, conçues pour se déplacer aussi bien sur la neige que sur la terre. En Union soviétique, après la Grande Guerre patriotique, la moto lourde avec sidecar est restée en service pendant longtemps. De plus, ce type de véhicule, lorsqu'il appartenait à des civils, était également enregistré à des fins militaires. Pour l'armée, des modèles de moto Model B 750 et Model B 750M ont été développés. La dernière, en raison de la forme caractéristique bossue de son réservoir, a été surnommée le chameau dans l'armée. Les compagnies d'instruction étaient équipées de motos militaires de conception obsolète K750 qui n'avaient pas de transmission sur la roue du sidecar. On considérait qu'elles étaient mieux adaptées à la formation des jeunes soldats. Comme armement, on utilisait une mitrailleuse Kalachnikov pour le tireur et un fusil d'assaut Kalachnikov modernisé pour le conducteur. En cas de rencontre avec des véhicules blindés ennemis, certaines motos étaient équipées d'un lance-grenade anti-char. 7 et chaque moto disposait de grenades anti-char dans son lot de munitions. Les unités soviétiques de motards militaires étaient traditionnellement rattachées aux forces blindées et leurs motos étaient considérées comme des véhicules blindés. Dans les années 90, les motos militaires ont progressivement été retirées des forces armées de l'Union soviétique. Dès les années 70, les militaires étrangers avaient déjà une vision bien définie de la moto militaire et de son utilisation. Pour accomplir les tâches assignées, une moto enduro légère avec des composants et des mécanismes fiables, simples à utiliser et à entretenir, suffisait. En fait, jusqu'à aujourd'hui, le concept n'a pas changé. Je vais énumérer les machines les plus connues et les plus intéressantes. Les officiers militaires suédois ont estimé que, puisque 78% du territoire du pays est constitué de forêts et que 15% se trouvent au nord du cercle polaire, une moto tout-terrain serait un excellent moyen de défendre leurs frontières communes avec la Norvège et la Finlande. En 1973, les forces armées suédoises ont lancé un appel d'offres pour le développement d'une moto militaire polyvalente auquel ont participé 2 entreprises, Husqvarna et Hägglund. Les 2 entreprises avaient déjà fourni des motos à l'armée suédoise par le passé. Et c'est Husqvarna qui a remporté la compétition avec sa conception dotée de 2 skis latéraux amovibles à ressort. Un contrat a été signé pour la livraison de 1000 motos Husqvarna MC 258. La machine était vraiment unique. Les skis pouvaient être fixés aussi bien à la moto qu'aux jambes du conducteur. Dans le même temps, le contrôle du frein de la roue arrière était également dupliqué sur le guidon. D'ailleurs, le moteur de 250 cm3 était couplé à une boîte de vitesse automatique. L'armée suédoise a payé 6000 couronnes suédoises, environ $1200, pour chaque MC 256 acheté en 1968. En 1977, l'armée suédoise a commandé encore 3500 motos militaires et l'armée des États-Unis d'Amérique en a acheté 1000. L'histoire des motos militaires, Armstrong a commencé dans les années 80, lorsque les forces des pays de l'OTAN avaient besoin d'une moto légère, fiable et simple pour accomplir certaines tâches. La société britannique Armstrong Cruise Competition Motorcycles a construit plusieurs motos pour être utilisées par les troupes pendant la guerre des Malouines en 1982. Et à plus grande échelle, les Britanniques ont commencé à produire ces machines à partir de 1984.
La moto a eu une utilisation limitée dans les forces armées du Royaume-Uni, du Canada et de la Jordanie, et environ 3000 exemplaires sont sortis de la chaîne de production en 3 ans. En 1997, Armstrong Cruise Competition Motorcycles a vendu les droits de conception et de production de la moto militaire à la société Harley-Davidson, qui voulait obtenir une part intéressante du marché des commandes publiques de défense. Une ligne de production séparée a été créée à l'usine de Pennsylvanie après que les ingénieurs ont passé quelques années à améliorer la version 350 en ajoutant des freins à disque et un démarreur électrique. De 1999 à 2000, environ 500 Harley-Davidson MT, 500 de 500 cm3 ont été produites, ainsi qu'un peu plus de modèles 350. Les contrats militaires tant attendus par l'entreprise n'ont finalement pas été réalisés en raison du passage généralisé de tout le matériel à un seul type de carburant, à savoir le diesel. Dans l'armée des États-Unis d'Amérique, on peut également rencontrer des véhicules comme le Rocon. Ce tout-terrain à 2 roues motrices, dont l'histoire commence dans les années 50, n'a pratiquement pas changé de conception jusqu'à aujourd'hui. Les Autrichiens KTM se sont illustrés dans la production de motos militaires en 1985 avec un moteur de 250 cm3, puis dans les années 90 avec le LC4 de 400 cm3, ainsi que Kawasaki avec le modèle KLR 250. Il ne faut pas non plus oublier les redoutables unités motorisées indiennes avec leur Royal Enfield. L'un des plus grands porte-avions de l'Inde permet d'exercer une influence dans l'océan Indien. Le nouveau millénaire a été marqué par la transition des forces de l'OTAN vers un carburant unique. Et c'est dans ce contexte que la société Hayes Diversified Technologies a remporté l'appel d'offres et a créé la moto M1030M1 sur la base de la Kawasaki KLR 650, équipée d'un moteur diesel de 611 cm3 et d'une puissance de 30 chevaux. Il est à noter que la consommation de carburant n'est que de 2,5 litres au 100 km. Un HDT plein à ras-bord, soit 16 litres, peut parcourir environ 600 km. L'entreprise a eu besoin de plusieurs années pour mettre au point la production des moteurs diesel et finaliser la mise au point de la machine. Et en 2005, le Corps des Marines des États-Unis a adopté le M1030M30 et par la suite a acheté 440 unités de cette machine au cours des années suivantes. La moto a également été vendue à l'armée britannique et aux pays européens membres de l'OTAN. À l'été 2010, lors du salon des sous-traitants de la défense français Eurosatory, la société HDT a présenté une version améliorée de la moto sous le nom de HDT M1030M2 Law Enforcement 670. Mais le contrat attendu n'est pas arrivé. En plus des engins diesel à 2 roues, l'armée des États-Unis a également adopté un certain nombre de motos à transmission intégrale, Christini Transmission Intégrale 450 Military. Dans les années 2000, il y a eu en Russie une tentative de la part des militaires de commander un lot expérimental de motos lourdes qui devaient être équipées de missiles anti-chars et de mitrailleuses. L'usine d'Irbit proposait au ministère de la Défense une version modernisée de l'Ural Irbitsky Motocykletny Zavod 8.1037 Gear Up, équipée de tourelles pour mitrailleuses PKMB de missiles anti-chars Concurse M et de pelles de sapeurs. Cependant, les parties n'ont pas réussi à parvenir à un accord commun. Dans le même temps, le directeur de l'usine de motos d'Irbit, Vladimir Kourmatchev, a déclaré que le dernier lot, composé de 100 motos, avait été acheté par le ministère de la Défense pour les troupes frontalières. De plus, l'usine a attendu environ 2 ans pour recevoir l'argent pour les équipements livrés. Dans les années 2010, les motos électriques ont commencé à gagner en popularité à un rythme soutenu, ce qui a naturellement suscité l'intérêt des militaires. En effet, une moto enduro électrique, pratiquement silencieuse et moins visible dans le spectre thermique, est une option idéale pour un éclaireur ou un saboteur. Des entreprises comme Zero Motorcycles avec le modèle Zero MMX et Alta Motors avec la Silent Hawk se sont distinguées dans ce secteur. En Russie, avec un léger retard, une moto électrique pour les forces spéciales produite par le groupe Kalachnikov a été présentée en 2018. L'apparition et le développement ultérieur de nouvelles solutions dans ce secteur dans différents pays seront absolument prévisibles et logiques. Eh bien les amis, à ce stade de l'histoire des motos militaires, on peut mettre un gros, non pas un point, mais une virgule. En 50 minutes,
Nous avons parcouru de manière assez concise près d'un siècle et demi d'histoire des engins militaires à 2 roues. Des constructions étranges et extravagantes, des motos lourdes avec sidecar, des motos blindées, les armées sont progressivement passées aux enduros électriques légers. C'est tout pour moi. Un travail considérable a été accompli et j'espère que la vidéo vous a plu et que vous l'avez regardée d'une traite. Si ce sujet vous a plu et que vous attendez de nouvelles vidéos similaires, n'hésitez pas à soutenir cet épisode en le partageant, en laissant un commentaire et en vous abonnant. Le destin de ce contenu est désormais entre vos mains. C'était la chaîne Crass Moto avec vous. Merci à vous.